Donc, merci à tous. Merci donc à la municipalité, aux agents qui ont pu organiser cette conférence, à la PEP, à l'Éducation nationale, aux directeurs, aux collèges, directeurs d'écoles, de collèges qui sont là, et bien évidemment aux parents et aux jeunes qui viennent écouter un petit peu et qui pourront prêcher la bonne parole ce soir et demain à l'école pour être un petit peu des relais de ce qu'ils ont compris du harcèlement. Merci également à Patrice Pinard, qui est l'élu sur tout ce qui est sécurité, qui effectivement travaille avec les médiateurs, qu'on verra au moment de la table ronde, et à Monsieur Alciator, qui est également parmi nous. Merci, je vais passer la parole. Bonsoir, donc je suis Marie-Christine Rivet, je suis conseillère technique à la direction académique de Nanterre. Je viens en représentation de Madame la directrice académique, Madame Dominique Fils, qui m'a chargée de vous transmettre un message vraiment amical, de soutien pour tout le travail que vous faites depuis plusieurs années déjà, et les parents d'élèves en la présence de vos représentants des fédérations qui font aussi un gros travail de maillage du territoire des écoles, des collèges et des lycées sur cette délicate question du harcèlement. Donc la direction académique, le département des Hauts-de-Seine est très engagé, peut-être même pionnier dans cette démarche de prévention, avec un plan qui est déployé depuis 2 ans dans les établissements scolaires en termes de formation. Tout d'abord, bien sûr, des enseignants. Ça a commencé par la création de petits pôles, puis de grands pôles, puis maintenant on est dans un développement général dans tous les établissements scolaires, premier et second degré. Les écoles nous rejoignent dans ce plan avec une formation autour d'une méthode qui s'appelle la méthode PICAS, qui est une méthode extrêmement puissante et en même temps intéressante parce qu'elle n'est pas seulement intéressante pour la prévention du harcèlement, elle est là pour développer des compétences sociales chez les enfants, chez les enseignants aussi, chez les encadrants, même les personnels d'encadrement, si je puis dire. Et cette formation donc, continue son déploiement, je ne dirais pas à marche forcée, mais presque, parce qu'il faut toujours un petit peu brusquer les choses pour que ça avance. Nous avons en préparation cette année, comme l'année précédente, d'une grande journée nationale dans lesquelles les établissements de toute l'Académie de Versailles sont impliqués. Et vous aurez l'occasion, sur des liens de communication, de voir un petit peu ce qui est réalisé sur le terrain en établissement pour cette année et les suivantes. Beaucoup d'établissements ont déjà répondu présent. Voilà, cette journée, elle est là aussi pour célébrer le compagnonnage des élèves entre eux, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée depuis quelques années aussi de sensibiliser les plus grands à la protection des plus jeunes. Nous déployons des ambassadeurs lycéens dans les collèges et bientôt les écoles, afin que les grands ne soient plus ressentis comme anxiogènes, angoissants, mais protecteurs. Donc ces ambassadeurs sont aussi à la manœuvre pour la préparation de la journée du 8, autour d'ailleurs aussi des élus de la vie lycéenne qui font un gros travail dans ce sens. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je remercie encore toutes les personnes ici présentes pour ce partenariat. Je remercie les parents qui ont fait ce déplacement, parce que sans vous, évidemment, cette prévention n'est pas facile non plus à faire connaître. Nous avons pour ambition aussi de former un réseau de parents extrêmement soudés autour des parents qui pourraient rencontrer des difficultés pour leurs enfants. Ces relais parents que les fédérations d'ailleurs nous aident aussi à concevoir, dont les fédérations nous aident à concevoir le déploiement, sont très importants pour la compréhension de ce qui est mis en œuvre en établissement autour de la protection des enfants et de cette question du harcèlement. Voilà. Donc merci à tous et puis une bonne soirée. Bonsoir, je suis Laurent Zamakowski, je suis président de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, qui est une des 2 grandes fédérations de parents d'élèves avec la FCPE. Je dois avoir un de mes collègues de la FCPE qui sont là. Donc ce soir, je voudrais donc vous présenter le docteur Jean Chambry, qui est le chef de pôle de pédopsychiatre à Paris pour le 7e, 8e et 17e, coordinateur du GHT Psychiatrie Neurosciences à Paris
et conseiller clinique école des parents. Voilà. Donc, qui va nous faire la conférence, notre conférencier. À l'issue de sa conférence, vous pourrez lui poser quelques questions. Et après, on enchaînera sur une table ronde avec différentes personnes de l'éducation nationale, principale, directeur d'établissement, inspectrice de l'éducation nationale, conseillère technique, Madame Rivet, vous venez de voir. Donc, il y aura également l'officier de prévention. Enfin, voilà, j'en ai oublié, excusez-moi, mais en tout cas, je pense que toutes les personnes qui sont concernées pour le harcèlement entre pairs en milieu scolaire seront là. Ils vont pouvoir vous dire ce qu'ils font. Et vous pourrez aussi leur poser des questions. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et avant de donner la parole au docteur Chambry. Hey, salut maniaque. Aujourd'hui, je vais pas faire de vanne et je vais pas me déguiser. La semaine dernière, une abonnée m'a envoyé un message après ma vidéo sur la rentrée pour me remercier de l'avoir fait rire avec ce qui est pour elle, je la cite, la pire journée de l'année chaque année. Pire journée parce qu'il faut retourner en cours, pire journée parce qu'on va se moquer d'elle, pire journée parce qu'elle va encore se retrouver toute seule. Elle m'a expliqué ce qu'elle vivait au quotidien dans son lycée, et là j'ai compris que comme beaucoup de gens, elle était victime de harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux, et que bien sûr elle n'en parle à personne pour éviter les représailles. Quand je lui ai demandé comment ça se passait, au début elle m'a rien appris de nouveau. Ces harceleurs sont les gens les plus populaires de son lycée, 3-4 tocards qui croient qu'avoir un sac ou des fringues de marque leur donne le droit de mépriser tout le monde. Et puis je lui ai demandé comment c'était possible que seulement 4 personnes sur un lycée de 2000 soient capables de harceler une fille au point qu'elle ne veuille même plus se lever le matin. Alors elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle en voulait évidemment beaucoup aux gens qui lui faisaient du mal, mais qu'elle en voulait aussi énormément à tous les autres, ceux qui assistent aux moqueries et aux insultes qu'elle subit sans ne rien dire. Et j'avoue que cette réflexion m'a profondément touché. J'ai appelé cette vidéo « J'ai été harceleur » parce qu'en y réfléchissant bien, je me rappelle que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai participé au harcèlement de certains élèves quand j'étais plus jeune. J'étais populaire, j'ai toujours fait partie des mecs cool qui sortaient avec des filles et qui avaient une bande de potes. Je me disais que j'étais pas concerné par ces petits problèmes qu'avaient les autres. Et au final, j'ai fait la grosse connerie de laisser faire et de ne rien dire. Pourquoi ? Parce que je me croyais neutre. Mais laisser faire et ne rien dire, c'est pas être neutre. Dans le harcèlement, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Et aujourd'hui, je me dis que si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. Il n'y a pas vraiment de terme pour désigner les gens qui se comportent comme je le faisais. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de les appeler les harceleurs silencieux. Parce que finalement, c'est ce qu'on est, nous tous. C'est pas la première fois qu'un abonné me parle du harcèlement qu'il subit, mais c'est la première fois que je me reconnais, moi, plus jeune, dans la peau de ces harceleurs silencieux. Silencieux aussi parce que parfois, je ne réalisais même pas que ce que je voyais ou ce que je faisais était du harcèlement. Eh oui, le harcèlement ce n'est pas seulement insulter ou frapper quelqu'un, c'est aussi faire des vannes pour rigoler. Pour ma part, j'ai toujours vanné tout le monde. Mais avec le recul, je me dis que j'ai certainement dû, parfois, blesser certaines personnes avec ce qui était pour moi une simple blague. Aujourd'hui, je suis humoriste, et si j'ai appris une chose, c'est que si la personne sur laquelle tu fais une vanne ne rit pas, eh ben c'est que c'est pas une vanne. Et si ça te fait rire quand même, ça s'appelle pas rire, ça s'appelle se moquer. Vous êtes des centaines, peut-être même des milliers, à voir chaque jour des gens autour de vous se faire harceler et à ne rien dire, ou juste à rigoler. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire insulter, frapper ou subir des moqueries autour de vous, s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous imaginer à sa place. Imaginez votre petit frère ou votre petite sœur à sa place. En plus, pour vous, cet instant ne dure qu'une minute dans votre journée. Mais maintenant, imaginez que cet instant, il ou elle le vit tous les jours, plusieurs fois par jour, sans que personne n'intervienne jamais. Imaginez ce que vous pourriez ressentir, avoir l'impression que vous ne comptez pour personne et que tout le monde se moque de vous. Imaginez maintenant que la douleur que vous ressentez à cause de tout ça soit si dure à supporter au quotidien que vous en veniez à penser à mettre fin à vos jours. Parce que c'est comme ça que l'histoire se finit parfois, et un suicide, ce n'est pas juste pour rigoler. Mais sans parler de suicide, il faut déjà réfléchir aux conséquences que ces quelques années de harcèlement vont avoir sur tout le reste de la vie de ces personnes. Ce sont souvent des jeunes déjà seuls parce qu'ils sont nouveaux ou un peu différents physiquement. Des gens qui souffrent déjà d'une différence sur laquelle les harceleurs vont appuyer pour en faire un complexe, une honte qui ne partira peut-être plus jamais. Je sais que notre génération vit à une époque où tout le monde recherche la popularité et la notoriété aux yeux des autres. On veut accomplir de grandes choses, être des gens importants. Mais est-ce qu'il existe une personne plus importante que celui qui cherche à défendre ceux qui en ont besoin autour de lui ? En parlant de génération, mon abonné m'a expliqué qu'en plus d'être harcelée à l'école, quand elle rentrait chez elle, le calvaire continuait sur les réseaux sociaux. Insultes, moqueries, menaces. Dit comme ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on peut rien y faire. Mais du coup, je me dis que si les réseaux sociaux permettent à des gens d'en harceler d'autres, les réseaux sociaux peuvent aussi permettre à des gens d'en défendre d'autres. Et je pense que c'est notre rôle de faire ça. Je ne suis pas là pour dire aux harcelés que je les comprends puisque c'est faux. Je n'ai jamais été harcelé donc je ne sais absolument pas ce que ça fait. Mais je suis là pour parler à tous les autres, aux 95% de la population qui comme moi laisse faire alors qu'elle pourrait tout changer. Il vous suffit juste de parler, d'alerter, d'aider. C'est très facile pour un harceleur de s'en prendre à une personne, mais il ne pourra pas s'en prendre à 2, 3, 4 ou 5 personnes réunies. Alors peut-être que certains d'entre vous diront que ce n'est pas mon rôle de parler de tout ça, que vous n'êtes pas venu chercher ça sur ma chaîne, que je suis humoriste et que je suis donc censé être drôle.
Mais cette prise de conscience qui se fait beaucoup trop tard pour moi, je peux peut-être essayer de la transmettre à temps pour vous. Pour que personne ne doute de mes intentions, je ne vais pas monétiser cette vidéo. Je voulais simplement vous donner une vision des choses qui n'appartient qu'à moi et que peut-être personne ne partagera. Mais j'ai la chance d'avoir chaque semaine quelques minutes de votre attention, alors je me suis dit que pour une fois, ce serait intéressant de parler à la place de ceux qui ne le peuvent pas. Je voulais aussi m'adresser à tous ces gens qui subissent chaque jour toutes ces formes de harcèlement. Je sais que ça paraît très facile à dire, mais vous n'êtes pas seul. Je sais que vous avez l'impression que c'est une faiblesse d'en parler, mais sachez que vos amis, vos parents, vos profs et même vos CPE sont là pour vous écouter. Il existe même des numéros verts, des numéros gratuits que je vous mets en description, où des gens seront ravis de vous répondre et de vous aider. Désolé si cette vidéo n'était pas aussi drôle que d'habitude, je vous promets qu'à partir de la semaine prochaine, elles le redeviendront. Pour finir, je voudrais vous citer une citation qui résume entièrement tout ce que je viens de dire. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Allez, tchuss maniaque. Bien, et donc merci de m'avoir proposé d'être avec vous ce soir pour réfléchir ensemble sur ces situations de harcèlement qui ont été déjà bien brossées dans cette présentation. Donc, il s'avère qu'à l'École des parents et des éducateurs d'Île-de-France, on participe donc à la ligne Stop Harcèlement. Et moi, mon rôle plus précisément sur cette ligne, effectivement, c'est d'écouter les personnes qui répondent au téléphone pour voir les problématiques qui se dégagent sur cette ligne particulière et voir un petit peu avec eux comment au mieux accompagner et guider les familles dans ces problématiques qui, dans le quotidien de notre travail de pédopsychiatre, on est amené à rencontrer, puisque à ce moment-là, on va rencontrer des jeunes qui viennent avec des difficultés d'anxiété, de troubles de l'estime de soi, de difficultés de sommeil, voire effectivement des dépressions, des idées suicidaires. Et au cours, quand on essaie de reconstruire un petit peu leur parcours et leur vécu, on s'aperçoit qu'on découvre parfois des phénomènes d'harcèlement en cours, mais souvent aussi des phénomènes d'harcèlement qui n'ont pas été nommés, pas pris en charge et dont il reste chez la personne des cicatrices assez profondes, avec souvent le vécu que finalement, peut-être que quand même il reste chez eux quelque chose qui était à l'origine de ce harcèlement, avec du coup une perte de confiance en eux et dans leur capacité de socialisation. Alors, ce que je vous propose là, sur un temps assez bref, c'est d'essayer quand même de bien décrire le phénomène, de ce qu'on sait aujourd'hui de ce phénomène, et puis de voir ensuite, voilà, dans les échanges, comment on peut essayer de le prévenir et d'y répondre. Alors, voilà, déjà, d'une part, ça répond à une définition très précise. Le harcèlement, ça représente des conduites agressives intentionnelles, donc il y a une intention de nuire à la personne et qui se répètent régulièrement. Donc ça, c'est aussi important dans la définition, parce que parfois, on va être interpellé dans des situations où le jeune a vécu un moment de conflit, mais il n'y a pas cette dimension de répétition. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais dans ce qu'on appelle harcèlement, il faut qu'il y ait quand même une répétition des événements et avec vraiment l'établissement d'une relation dominant-dominé. On s'aperçoit que dans nos pays occidentaux, ça touche entre 15 et 20% des élèves entre 6 et 16 ans, et dans tous les pays. Alors après, on va voir qu'en fonction de l'âge de l'enfant, les formes peuvent bien sûr se modifier. Alors, c'est vrai que peut-être on a eu peut-être plus de mal dans les pays latins à s'intéresser à ce phénomène qui est décrit depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Mais il y a d'autres termes qu'on utilisait en français, la question des souffres-douleurs, des boucs émissaires. Il est clair que ce phénomène n'est pas un phénomène qui est d'une apparition récente, mais d'abord, il y a eu une prise de conscience de ce phénomène. Je pense qu'on l'a beaucoup sous-estimé, mais c'est aussi nos dimensions culturelles. C'est toute la question aussi du rapport aujourd'hui au bizutage ou à toutes ces formes. Et il y a une
une évolution de la société sur ces questions. Mais par ailleurs, il est vrai que c'est un phénomène. Alors, c'est difficile de dire est-ce qu'aujourd'hui c'est plus fréquent, ou en tout cas, ça peut prendre d'autres formes. On verra si on peut développer cette question de quand le harcèlement envahit les réseaux sociaux, où là, il y a quelque chose vraiment de plus traumatique, puisque ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la difficulté de vivre ce qui se passe en milieu scolaire, et puis il y a la difficulté où, même chez soi, on est encore envahi de cette problématique qui semble diffusée dans tous les domaines de sa vie. Alors, on peut distinguer de façon tout à fait catégorielle. Il y a la question des brutalités physiques, d'être régulièrement maltraité physiquement, la question des violences verbales, la question des exclusions par rumeur. On va faire circuler une rumeur disant telle personne a fait telle chose et du coup tout le monde l'exclut. Et puis la question du cyberharcèlement, c'est-à-dire que quand le harcèlement va gagner toutes les formes des réseaux sociaux et d'Internet. Alors, on a essayé de faire quelques études pour essayer de décrire ce phénomène et puis voir si on trouvait quelques différences. Là encore, il est possible que plus les études vont avancer, plus on va s'apercevoir que les choses se modifient parce que c'est en permanente évolution. Mais dans les études qui existent, qu'on retrouve dans la littérature internationale, on s'aperçoit qu'on retrouve un effet sexe, c'est-à-dire que du côté des garçons, c'est plutôt la violence physique qui prédomine, alors que du côté des filles, ça va être plus la question des rumeurs, des conduites d'isolation, même si, comme vous le savez, l'effet sexe a tendance à s'atténuer au cours de l'évolution et on voit apparaître des formes de violence dans la population féminine qui sont de plus en plus proches des formes de violence qu'on connaît dans les populations plus masculines. On s'aperçoit aussi que la violence physique, elle est surtout très présente au niveau des écoles primaires, alors que quand on s'approche du collège et plus tard, la violence va être plus verbale et plus sur Internet. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, à part effectivement cette question du cyberharcèlement qui complète le harcèlement vécu à l'intérieur de l'école, en général, il y a une forme de harcèlement qui va prédominer dans la relation avec la victime dans une situation donnée. Alors, on s'est posé aussi des questions sur quand ça passe par les moqueries, les vexations, finalement, c'est quoi les thématiques ? Alors, ce qui est intéressant dans ce phénomène de harcèlement, c'est que ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur notre société, sur qui on est, parce que finalement, ces phénomènes de harcèlement, ils sont liés aussi à nos propres idéaux, à ce qui contamine nos enfants dans ce qui paraît important. Donc, une des dimensions la plus fréquente, c'est la question du poids, qui peut être, dans certains cas, d'être trop maigre, mais le plus souvent, évidemment, sur la question du surpoids et des problèmes d'obésité. Et ça, c'est quand même l'un des thèmes les plus fréquents qu'on rencontre. La question de la taille, ensuite, puis le look, le patronyme, et puis après, l'accent, le style langagier, et enfin, les origines ethniques qui arrivent ensuite. Mais vous voyez que l'importance, en tout cas, de tout ce qui est visible, de la représentation de soi, qui va prendre une place importante dans ces phénomènes. Ce qui est important, et ça a été bien dit dans la vidéo, c'est que pour qu'il y ait un phénomène de harcèlement, il faut 3 acteurs. Et c'est ça qui va être très important. Il y a l'agresseur, donc celui qui va avoir besoin de maltraiter quelqu'un. Et on verra que cet agresseur, il a effectivement, en tout cas, on a essayé d'étudier la personnalité de cet agresseur, de voir si on retrouve des champs communs chez ces agresseurs. Il y a une victime
Et là aussi, on a essayé de voir si chez les victimes, on retrouvait des points communs. Et puis ensuite, il y a une dynamique qui s'installe et il faut des spectateurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de spectateurs, à ce moment-là, le processus d'harcèlement ne se poursuit pas. Et là, c'est toute la responsabilité groupale du coup qui est engagée, hein, comme ça a été vraiment fortement rappelé dans cette vidéo. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des personnes pour valoriser l'agresseur, le phénomène ne va pas prendre la forme de harcèlement. Il y aura des difficultés, mais qui ne prendra pas cette forme-là. Et donc, on verra qu'il y a des spectateurs qui participent, qui sont plutôt dans une dimension active, et puis des spectateurs qui sont passifs, mais qui, de fait, le fait de voir et de ne pas réagir sont quand même complices de cette situation. C'est pourquoi, dans les phénomènes de harcèlement, tout le groupe classe est concerné, voire tout l'établissement est concerné par ce phénomène, et pas simplement l'agresseur et la victime. Hein, si on ne traite que cette dimension-là, là, effectivement, on ne pourra pas avancer. En général, ce qui va provoquer ce phénomène, c'est bien, et ça nous apprend là aussi quelque chose sur notre humanité et la fragilité de notre humanité, c'est effectivement la question de la différence, de faire face à la différence. Et en fait, cette différence, elle peut être extrêmement visible, comme très relative, hein, mais en tout cas, il y a un vécu de différence. Et il faut bien dire que, par contre, par rapport à ce que nous, en tant qu'adultes, on va prendre en compte dans les différences, il peut y avoir des écarts énormes. C'est-à-dire qu'un bon élève peut être l'objet de harcèlement dans un groupe qui disqualifie la réussite scolaire, par exemple, hein, ou le fait même qu'il y ait un bon élève, ça menace le reste du groupe. Il faut avoir en tête que il faut avoir une certaine sécurité à l'intérieur de soi au cours de son développement pour se confronter à la différence sans avoir besoin de hiérarchiser. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à la différence et qu'on a besoin de se dire « lui, c'est mieux ou moins bien que moi », c'est que déjà, on n'arrive pas à se confronter à la différence. Hein. Donc nos enfants, ils nous rappellent ça, nos propres difficultés. Il suffit de voir la question homme-femme, hein, depuis le temps que ça dure, hein, combien c'est difficile de se confronter à la question des différences et de les accepter sans avoir besoin de hiérarchiser. Et dès qu'on est en insécurité, quand on a peur d'avoir moins ou que l'autre est plus que soi, on voit à ce moment-là ces phénomènes de groupe apparaître. Donc, il ne faut pas partir sur l'hypothèse que la victime, elle a quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que c'est le risque, hein, de se dire, bah oui, mais bon, il est quand même un peu bizarre. Ou, voilà. C'est vrai que parfois, c'est des situations comme ça, mais pas toujours. Hein, c'est pour ça que c'est un phénomène qui concerne tout le monde. Hein. On peut être un enfant, elle n'est pas trop mal, etc., et qui, dans une situation de groupe, va être désigné dans une position de victime. Et après, effectivement, ça peut par contre modifier chez cette personne son fonctionnement psychique et créer des cicatrices. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne réagit pas, hein, on y reviendra, mais en même temps, il y a quelque chose d'une fascination. Hein, c'est-à-dire que l'agresseur, il n'a pas de limite. Et on peut être fasciné par les gens sans limite, quoi. Il y a quelque chose où on se dit wow, c'est incroyable jusqu'où il va, jusqu'où il peut aller. Alors ça peut être dans la peur, mais ça peut être aussi dans la fascination, une certaine excitation de se dire moi, jusqu'où il peut aller, quoi. Il y a une fascination pour quelque chose de hors norme. Hein. Et donc c'est aussi ça qui participe à cette dynamique, hein, et qui pose évidemment problème. Alors, si on va du côté des études qui se sont déroulées sur les victimes. Alors, encore une fois, hein, donc ce sont des études statistiques, on regroupe un certain nombre de cas, puis on voit le dénominateur commun, les intersections entre ces situations pour voir ce qu'on peut révéler. Et donc, il faut quand même partir sur l'hypothèse que
tout enfant dans une situation de groupe peut être amené à être victime de harcèlement, mais certains sont un petit peu plus à risque que d'autres. Et ceux qui sont un peu plus à risque que d'autres, c'est ceux qui peuvent avoir une mauvaise compréhension de l'attitude d'autrui. C'est-à-dire de se dire je ne comprends pas trop ce que l'autre attend de moi, mais en même temps, parfois, c'est des personnes dont on a envie d'être proche. Et au départ, on peut avoir une certaine tolérance en se disant c'est normal, il faut faire ses preuves, il faut en passer par là pour arriver à trouver sa place dans le groupe. On peut être pris soi-même dans un mouvement de banalisation et ne pas percevoir qu'au fond, tout le monde se moque de nous, quoi. Il y a quelque chose pendant un temps pour certains où on se dit oh mais c'est normal, je dramatise pas, ça va passer, je vais pas, voilà, c'est une étape, mais après ça ira mieux. Et du coup, il y a quelque chose d'une difficulté à réagir. C'est-à-dire soit à réagir directement dans la situation, c'est-à-dire pouvoir dire maintenant ça suffit, moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe là, c'est bon. Soit une difficulté à réagir en interpellant des adultes, en disant, soit en interpellant les adultes à l'intérieur de l'institution, soit en interpellant les adultes à l'extérieur de l'institution. C'est-à-dire qu'on voit peut-être déjà un vécu de honte avec un sentiment qu'on aurait dû gérer la situation autrement, qu'on aurait dû faire face et que du coup, on s'en veut de ne pas avoir trouvé les outils pour stopper cette situation. Et on a, pendant un temps, du mal à pouvoir en parler avec la peur de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être compris. Et alors, effectivement, il y a aussi, il faut bien dire, des restes de toute une éducation qu'on a beaucoup prônée sur le fait si un enfant est en difficulté, et j'entends encore ça parfois, par exemple dans une cour de récré, un enfant est en difficulté, vient demander de l'aide auprès des adultes, on entend c'est pas beau d'être rapporteur. C'est-à-dire que, parce que ça commence là, c'est-à-dire effectivement quel est aussi notre rôle d'adulte, d'accepter, de percevoir ce qui se passe dans les interactions entre enfants et de ne jamais les banaliser. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de ce modèle qu'un groupe d'enfants s'autogère. Il ne s'autogère pas. Et en général, si on laisse le groupe d'enfants s'autogérer, les mécanismes de gestion du groupe sont plutôt très cruels et ne vont pas naturellement vers un idéal démocratique. Donc ça, il faut avoir aussi... et donc, on a besoin d'adultes pour intervenir et s'intéresser aux interactions dans le groupe. Et parfois, c'est une des difficultés quand on dit aux enfants il faut chercher de l'aide autour de toi. Voilà, quels sont les adultes qui sont disponibles. Et c'est vrai que si les adultes ne réagissent pas, là, il y a encore une perte de confiance puisqu'on propose quelque chose mais qui, dans la réalité, ne marche pas. Et ça, on peut encore malheureusement le voir. Ou de parents qui eux-mêmes, on y reviendra, peuvent... être un peu un vécu de grande impuissance face à cette situation et peut-être parfois une perte de confiance dans les institutions et de se dire oui mais voilà, ou alors on va t'apprendre à faire de la boxe et comme ça ira mieux, tu sauras te défendre, mais qui ne va pas être bien sûr la solution souhaitable. Du côté des harceleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas bien non plus, les harceleurs. C'est-à-dire qu'avoir besoin de maîtriser quelqu'un, c'est comme si finalement le harceleur avait, lui, le sentiment d'une grande faiblesse contre laquelle il lutte, en fait. C'est-à-dire que le harceleur, il a besoin de sa victime pour aller bien. C'est-à-dire qu'il a besoin de se prouver tous les jours qu'il est le plus fort. Donc, il a besoin de le vérifier. Donc, ce qui est la trace d'une insécurité, parce que si on est en sécurité avec soi-même, on n'a pas besoin de vérifier tous les jours qu'on est plus fort, puisqu'on se dit ouais, je suis pas mal, bon, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais voilà, je me sens pas trop mal. Si on a besoin de toujours la ramener pour vérifier qu'on est le plus fort, c'est quand même le signe de fragilité, et non pas le signe qu'on a trop confiance en soi, comme j'entends trop souvent. La confiance en soi,
c'est justement de ne pas avoir besoin de la ramener parce qu'on est confiant dans sa propre qualité. Donc, voilà, on n'a pas besoin, voilà, on se dit, voilà, je sais que j'ai de la valeur, donc je n'ai pas besoin d'aller le vérifier tout le temps puisque je le sais, j'en suis convaincu. Alors que quand on a besoin d'aller la vérifier tout le temps, c'est qu'on est quand même très inquiet de sa propre valeur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on s'aperçoit que pour beaucoup de ces harceleurs, ils ont été exposés à des phénomènes de violence. C'est-à-dire que finalement, ce besoin de se sentir le plus fort et le témoignage, avoir vécu sous une forme ou sous une autre, un sentiment d'être humilié soi-même, pas entendu, pas compris, et que du coup, on va essayer de réparer cette fragilité, cette insécurité qu'on sent à l'intérieur de soi dans l'expression de cette relation d'emprise, de soumission. Alors les spectateurs, bon, ils peuvent avoir connu des situations de harcèlement dans différentes positions. Encore une fois, ils sont fascinés, ce que je vous disais, par cette situation qui est tout à fait incroyable et qui, quand même, les prive souvent de mécanismes empathiques envers la victime. Et ça, c'est quand même très curieux de voir, et alors sur les réseaux sociaux, par exemple, que personne se dit, mais comment ce jeune, cette personne que je connais, mais comment elle vit ça, mais voilà, tout le monde est pris dans la fascination du mécanisme, mais a peu d'identification empathique à la victime. Alors, évidemment, il y a ceux qui se disent je me sens potentiellement une victime possible, c'est mieux que ça tombe sur lui parce que j'aurais un peu peur que ça tombe sur moi, donc je laisse faire par crainte que ça se déplace vers moi. Et d'autres qui sont quand même fascinés par cette capacité à agresser quelqu'un et qui n'oseraient pas le faire, mais voilà, il y a une tentation, il y a quelque chose qui les fascine dans cette capacité à faire ça. Donc on va retrouver différentes tendances, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir que une mécanique qui repose sur quelques individus ne va pas entraîner un mouvement global qui serait beaucoup plus fort, puisque voilà, sur l'ensemble du groupe, si tout le monde s'opposait à ce qui était en train de se passer, évidemment, ça mettrait terme au phénomène. Donc, on voit bien qu'on va avoir une victime, un harceleur, un contexte. Et effectivement, il y a toujours une dimension de contexte qui déclenche ce phénomène qu'il faudra qu'on étudie. Le harceleur entraîne donc les spectateurs et en général donc, va justifier son agression. Il y a tout un système pour démontrer qu'il est tout à fait dans son bon droit dans la façon de faire. Et effectivement, plus la victime est en difficulté pour réagir, plus elle montre que ça la fait souffrir, plus ça pérennise le système. Parce que chacun va y trouver un petit peu, du côté du harceleur, il y a une satisfaction de voir que effectivement, ce qu'il met en place, ça fait mal. Alors, les contextes. C'est ce qu'on s'est dit un petit peu tout à l'heure. Effectivement, c'est tous les endroits où il n'y a pas d'adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, dès que des adultes sont présents, interviennent, en général, ça diminue les effets. Mais dès qu'il y a des zones comme ça où le groupe a le sentiment d'être totalement livré à lui-même et sans adultes qui interviennent, eh bien là, effectivement, ça favorise ces phénomènes. Et en même temps, c'est impossible de penser qu'on serait dans un système où il y aurait des caméras partout, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours des endroits qui échappent. Après, il est clair qu'il y a des ambiances d'établissement qui participent. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, on a fait beaucoup d'études, mais qui dépassent même le cadre du harcèlement, qui est à la question de quel est le facteur protecteur
le plus important? Eh bien, ce qui est souvent très intéressant, c'est que déjà, quel est le climat qui règne entre les adultes de l'établissement? Et ça, c'est quand même essentiel. De penser qu'on peut être bien traitant avec un public accueilli, si soi-même on n'a pas un sentiment de bientraitance à l'intérieur de sa propre institution, c'est quand même un petit peu illusoire. Et on voit bien que c'est pour ça qu'il y a des effets voilà, d'ambiance qui participent, où effectivement, si l'ensemble des adultes de la communauté éducative de l'établissement n'ait pas le sentiment d'être entendu, participe à un projet commun, là, évidemment, on se prive d'un outil essentiel parce que ce qui va être intéressant, évidemment, dans ces phénomènes, c'est d'avoir vraiment une dimension groupale face à ce qui se passe, donc qu'il y ait une institution, une pensée institutionnelle, voilà, une équipe de gens qui ont le sentiment de participer à une mission collective et qui vont pouvoir, du coup, intervenir dans ces situations. Évidemment, tous les phénomènes de violence qui débordent, comme malheureusement peut arriver dans certaines situations, favorisent ces situations. Et puis, parfois, peut-être qu'il y a des situations qui sont liées aussi à une incompréhension de certaines différences chez certains enfants qui peuvent apparaître un peu bizarres, un peu curieux, puisque la volonté d'avoir une école inclusive, c'est d'accueillir des enfants qui peuvent être très différents et de comment, effectivement, même à l'intérieur des adultes de l'établissement, comment ils pensent ces différences et les accompagnent. Alors, le problème, c'est évidemment qu'aucun signe n'est spécifique. Si on part sur l'idée que le jeune a du mal à en parler, parce qu'il y a un phénomène de honte de soi, on serait rassuré si on pouvait se dire, bah voilà, quand on voit ce signe-là, c'est sûr que... parce que des fois, dans certaines situations, il va falloir beaucoup de temps avant que le jeune puisse se confier sur cette situation de harcèlement. Après, on peut tout voir. Tous les signes de malaise, de mal-être, peuvent être le témoignage d'une situation de harcèlement, la difficulté d'aller à l'école, arriver en retard, du matériel oublié, de l'agitation, du repli, de l'isolement. Alors ça, l'isolement, c'est quand même un signe très important à repérer sur quelles sont les interactions que le jeune a dans le groupe d'élèves, les situations de difficulté du coup de disponibilité pour les apprentissages. À la maison, on peut retrouver des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Ce qui va être souvent intéressant, c'est quand même un changement de comportement. Il y a une rupture avec un état antérieur, avec des possibilités d'irritabilité, de tristesse. Et de somatisation diverses. Et encore une fois, ce qui est important, c'est cette question de changement et alors de faire particulièrement attention de ne pas attribuer ce changement à d'autres phénomènes, de se dire bon, c'est normal, c'est la 6e, c'est difficile, ou il rentre déjà dans l'adolescence, voilà, etc. Donc, il faut quand même aller voir un petit peu plus que cela pour effectivement avoir une idée de comment ça se passe. En sachant que pour pas mal d'enfants, de reconnaître qu'ils sont en difficulté dans les liens sociaux, c'est très difficile. Moi, je connais pas mal d'enfants qui ont des difficultés à avoir des amis, mais qui vont beaucoup, surtout sous le regard des parents, insister sur le fait « mais non, je n'ai pas de problème, j'ai des amis ». Sauf que les parents sont un peu étonnés parce que l'enfant n'est jamais invité. Mais on voit bien que l'enfant se sent blessé d'être comme ça, mis sous le regard de sa difficulté à se faire des amis. Évidemment, les conséquences, elles peuvent être liées à la durée elle-même. Et plus, effectivement, c'est quotidien, plus ça infiltre tous les espaces, plus les conséquences, évidemment, sont sévères. Après, il peut y avoir, et c'est ça qui est compliqué, et qui désarme un peu les adultes, c'est dire ah bah oui, il se plaint comme ça, mais après, c'est quand même son meilleur ami.
Parce qu'encore une fois, on peut, au nom de ce qu'on va appeler une amitié, accepter un certain nombre de choses, alors même qu'il faut pouvoir poser d'emblée, attends, l'amitié, ça n'autorise pas ça, mais il faut pouvoir en passer par ces formules un peu concrètes. Le problème, vraiment, le gros souci, c'est la perte de l'estime de soi. Et ça, aujourd'hui, on le voit dans toutes les problématiques, et pas que chez les enfants, que quand même le cœur du bien-être mental, il passe par avoir une relation avec soi-même sécurisée, avec lequel on se sent bien et lequel on se fait confiance pour aborder toutes les épreuves qu'on a à faire. Et puis, évidemment, au bout d'un moment d'épuisement, de cette fatigue d'estime de soi, on voit apparaître des troubles dépressifs, des phobies sociales, des tentatives de suicide, voire même parfois des troubles des conduites alimentaires qui vont venir compliquer cette situation. Alors, pour les harceleurs, c'est assez intéressant de voir aussi que ces harceleurs, comme je vous dis, ils ne vont pas bien et ils vont continuer à ne pas aller bien. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se voir que le fait d'intervenir, bien sûr, est au profit des victimes, mais aussi au profit des harceleurs. C'est-à-dire de pouvoir mettre un stop à ce besoin d'emprise qu'ils ressentent, parce que de toute façon, ça ne va pas les préparer à être des adultes adaptés, épanouis. Et on voit bien dans pas mal d'études de cohortes longitudinales importantes, on voit qu'ils deviennent des adultes qui sont plus à risque d'avoir des comportements délictueux, plus à risque d'avoir des comportements addictogènes et plus à risque eux-mêmes de faire des tentatives de suicide. Alors, pour lutter contre le phénomène, effectivement, il y a la question de bien travailler au sein de l'établissement, la question de la réglementation et d'une réglementation incarnée, vivante, ou avec un sentiment de légitimité et une réglementation qui fédère le groupe d'adultes qui la porte et l'incarne, le développement des lieux de parole pour pouvoir aborder cette question-là, mais les compétences psychosociales, la socialisation, le vivre ensemble, qui sont très, très importants. Et on voit bien que dans une situation spécifique, il faudra à la fois un espace de traitement individuel, au cas par cas, de ces situations, mais aussi un traitement collectif. Ça concerne l'ensemble du groupe. Et encore une fois, on ne va pas se limiter à l'auteur et à la victime. Bien sûr que les parents vont être essentiels. Le fait que plus effectivement les parents peuvent évoquer ces situations avec leurs enfants sans les banaliser, de ne pas hésiter à s'informer, par exemple d'aller sur le site Non au harcèlement, et puis d'emblée l'idée que à l'école, on va trouver des adultes qui peuvent penser avec nous ces situations, faire confiance aussi à leur capacité à réagir à ces situations, venir exposer ce que subit son enfant, d'essayer de voir comment on peut repérer, voir ce qu'on a constaté, et puis de pouvoir avoir une idée de ce que les adultes de l'établissement scolaire peuvent penser comme mesure, comme réponse proposée pour prendre en charge le problème. Et de ne pas attendre d'être épuisé ou en perte de confiance dans les adultes de l'établissement, mais vraiment de venir le plus tôt possible dès qu'on est en questionnement sur une situation qui nous inquiète. Si la situation est avérée, bien effectivement, il va falloir s'informer sur le suivi des situations de l'enfant, sur les actions qui sont menées au sein de l'établissement, et puis d'être soutenu aussi par un délégué de parents d'élèves pour réfléchir justement comment d'autres parents peuvent penser les choses et comment du coup soutenir aussi l'école dans des actions de prévention. Bien sûr que vous savez qu'a été mis en place des référents académiques, mais évidemment, l'idée, c'est que ce ne soit pas quand même la première étape. C'est l'idée quand même, on commence par rencontrer les adultes de son établissement, on essaie de penser ensemble. Après,
il est vrai que dans un certain nombre de situations, on n'arrive pas à penser ensemble. On a un vécu que ce qui est proposé ne suffit pas. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser donc, le numéro vert 3020 pour permettre effectivement des retours d'informations et de voir comment on peut, par la présence d'un tiers, pouvoir un peu mobiliser des situations qui semblent un petit peu dans l'impasse. Je pense que ce qui est très important, c'est de rassurer l'enfant et de transmettre que quand même dans la vie, on peut faire confiance aux adultes pour qu'ils soient protégés. Déjà, qu'ils puissent avoir confiance dans ses parents, dans le fait qu'on le comprend, qu'on le soutient. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors parfois, on voit des situations où les familles ont perdu un peu confiance dans les institutions. La loi, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'ils vont transmettre leurs propres angoisses, leur vécu d'impuissance. Et pour l'enfant, ça redouble finalement l'insécurité puisque les personnes qui incarnent pour lui ceux qui pourraient le plus le rassurer vont plutôt au contraire transmettre avec lui que quand même dans la vie, il y a des situations, terribles injustices où on ne peut rien faire. Ça, c'est quand même un souci parfois dans certaines situations. L'idée, c'est que de toute façon, on a besoin d'un tiers pour penser ces situations et on ne va pas gérer la situation soi-même. Hein, parfois, évidemment, on voit des parents arriver à la sortie de l'école, c'est lui qui t'embête, attends, je vais lui parler, etc. C'est rarement une très bonne solution. Donc, de ne pas tenter de gérer soi-même le problème, en général, ça va plutôt aggraver la situation. Alors après, il y a des aspects spécifiques sur le cyberharcèlement, mais que je ne vais pas développer pour qu'on ait un petit peu d'échange et puis que la table ronde puisse avoir lieu. Juste sur cette question du cyberharcèlement, ce que je vous disais, c'est quand même beaucoup plus traumatique encore parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et en plus, c'est quelque chose où il va en rester des traces longtemps. On peut toujours, des années plus tard, retomber, hein, parce que sur Internet, c'est très compliqué d'être sûr que tout a été effacé, qu'il n'y a pas une copie d'écran quelque part. Donc, c'est un vrai souci. En même temps, d'un autre côté, là, ça laisse des traces. Hein. C'est-à-dire que d'un point de vue où si la dimension est judiciarisée, là, contrairement à ce qu'on peut croire, les auteurs, ça se retrouve. Hein, et après, effectivement, ce que nous apprennent aussi ces phénomènes, c'est toute l'importance d'éduquer nos enfants sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et je crois que c'est important qu'on soit pour ou contre, qu'on trouve soi-même que c'est utile ou pas utile. Mais en tout cas, comme nos enfants y sont confrontés, il faut s'y intéresser pour essayer d'en discuter avec lui. Et il y a vraiment des actions à faire sur la question, par exemple, la diffusion des images, parce que parfois, vraiment, ils ne se rendent absolument pas compte que d'envoyer une image à quelqu'un, après, cette personne, elle en fait quoi de cette image mais c'est mon meilleur pote, etc. Et donc, toute cette culture de réfléchir sur les images qu'on envoie, dans quelles circonstances, et de travailler sur des nouvelles notions d'intimité qui tiennent compte de cette réalité technologique qui, de toute façon, a pris de la place dans notre vie du quotidien. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de ces phénomènes de harcèlement, et puis on peut en discuter un petit peu avant de lancer la table ronde. Oui, alors